que nous sommes en train de construire. Alors, quelques nouvelles du Centre Teilhard lui-même avant de démarrer la conférence. Après, moi, il faudra que je m'exfiltre très vite parce que je dois célébrer la messe juste après. Peut-être simplement vous montrer une photo. Si on peut passer la slide suivante. Voilà. Donc, c'est écrit, inauguration les 2, 3 et 4 juin. On espère pouvoir, enfin, on a même on est en train de l'annoncer, donc on est plus qu'en train d'espérer, on annonce et on est en train d'organiser les événements inauguraux le 2, 3 et 4 juin. Le 2 juin, c'est une conférence inaugurale qui sera disponible en ligne pour tous. Malheureusement, la présence sur place sera sur invitation parce qu'on a beaucoup d'officiels à inviter. Le 3 juin, par contre, ce sera une journée porte ouverte. Donc là, vous êtes bienvenus pour venir sur place, découvrir les acteurs du Centre Teilhard. Et le 4 juin, en fin d'après-midi, ce sera la messe de consécration présidée par l'archevêque de Paris, Laurent Ulrich, et par l'évêque d'Évry, Michel Pansard, et par... il y a quelqu'un qui fait du bruit, c'est sa vaisselle. Oui, est-ce qu'il peut couper son il y a micro, encore des micros qui ne sont pas fermés. Merci beaucoup. En plus, ça fait de l'écho. Voilà. Excusez-moi. Et puis, donc, le 4 juin, voilà. Et puis, la consécration de la chapelle, évidemment, le provincial des François Boédé. Voilà. Vous avez là des photos du bâtiment, donc on est en voie d'achèvement, évidemment, on va bientôt l'ouvrir. Vous voyez cette belle façade en bois brûlé. Dans les informations du centre des dernières semaines, d'abord, vous savez sans doute que depuis décembre, une douzaine 11 étudiants, pour être précis, 11 étudiants, pour être précis, participent logent dans le Centre Teilhard et participent à son animation. Nous avons aussi dans les nouvelles toutes fraîches le recrutement de quelqu'un qui s'appelle Catherine Marieux, qui va être notre coordinatrice scientifique, qui va coordonner l'ensemble de la vie intellectuelle dans la vie intellectuelle du Centre Teilhard, à la fois les grandes conférences du Conseil scientifique qui démarrent de septembre après la conférence d'ouverture, à la fois sur place et en distanciel, et aussi l'ensemble des activités des différents groupes de travail, webinaires qui continueront. Ce groupe de travail autour de Teilhard de Chardin, il y en a un autre sur les questions d'entreprise, un autre sur les questions d'intelligence artificielle. Voilà. Donc, cette dame, Catherine Larieux, sera chargée de coordonner tout ça. Vous avez là 3 belles photos récentes. Le premier, c'est le grand hall vu du haut. Donc là, on est la photo est prise du 2e étage. Donc vous voyez l'escalier qui monte vers le 2e, et tout en bas, l'espace qui sera le grand espace de conférence. Là, on ne le voit pas très bien, mais ça fait une salle quand même de 200 places. Et juste à côté, donc si les photos sont dans l'ordre de la réalité, c'est-à-dire quand vous êtes en haut au 2e étage, sur la droite, vous avez la chapelle, dont vous voyez ici le rez-de-chaussée. Depuis que la photo a été prise, on a installé le mobilier liturgique, l'autel, l'ambon en belle pierre blanche, et on est en train de finir la construction. Voilà. Donc, je dirais, moi, je suis très heureux d'abord de votre présence à tous ce soir. Le Centre Teilhard est déjà bien vivant, même sans encore le bâtiment que nous attendons depuis longtemps. Le bâtiment arrive, et c'est pour moi une très bonne nouvelle, et j'espère pouvoir vous y rencontrer physiquement bientôt. Merci Dominique. Voilà. Quelque chose, sinon je vous laisse à Teilhard. Merci beaucoup. Arsène, là. Voilà. Donc, merci Dominique et bonsoir à tout le monde. Merci de participer à cette première réunion du groupe de réflexion Teilhard au centre Teilhard de Chardin que vient de décrire Dominique. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Dufay, en fait, qui nous propose une introduction à la pensée de Teilhard et à l'homme Teilhard de Chardin lui-même. Mais avant de lui passer la parole, je voudrais rapidement présenter en fait le groupe de réflexion Teilhard de Chardin. En fait, il est né sur un constat qui est que la pensée de Teilhard, l'œuvre de Teilhard, l'homme Teilhard,
est beaucoup moins connu aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelques années, en particulier des jeunes générations, alors que, en fait, sa pensée est toujours d'actualité et peut apporter des éclairages intéressants par rapport aux problèmes sociaux ou sociétaux aujourd'hui actuels, qui sont souvent dus au problème du progrès, en fait, l'assimilation du progrès, le problème de la globalisation, le problème de partage du travail, partage de la valeur. En fait, tous ces problèmes, Teilhard les a abordés, je dirais, à son époque, et son analyse reste totalement d'actualité, elle n'est pas du tout datée. Alors, bien sûr, le Centre Teilhard, comme l'a dit Dominique, aura à aborder ces problèmes à travers différentes conférences du comité scientifique, mais ce sera effectivement ce sera une analyse sous le triple prisme science, philosophie et spiritualité. Le groupe de réflexion Teilhard se propose d'apporter un éclairage plus teilhardien sur en fait ces mêmes analyses et en fait compléter un petit peu le travail. Alors compléter très modestement. Donc en fait, la mission du groupe Teilhard de réflexion, c'est d'une part faire une fois par an une réunion comme celle-ci pour présenter Teilhard, présenter sa pensée, l'homme, pour ceux qui le découvrent, parce que c'est important. Comme je le disais, il est moins connu maintenant qu'il ne l'était à l'époque. Et pourquoi une fois par an? Parce que le plateau de Saclay est un lieu de passage, avec des nouvelles, je dirais, tous les ans, de nouveaux étudiants qui arrivent, et c'est important de renouveler effectivement cette présentation, comme celle de ce soir, en fait, à l'instar de celle de ce soir. La deuxième activité sera donc effectivement de reprendre un petit peu les travaux du conseil scientifique et de les repenser, de retravailler sous un angle teilhardien. Et en fait, ce travail sera présenté lors de soirées débats que nous offrons au grand public, ouverts au grand public, un peu comme ce soir. Et ces soirées débats, on pense qu'on en aura à peu près 4 par an pour reprendre en fait ces thèmes. Dernière activité, nous souhaitons organiser d'autres soirées débats qui seront peut-être plus orientées autour d'un auteur, par exemple, qui a écrit soit sur l'homme, soit sur la pensée de Teilhard, et qui peut être intéressant parce que soit c'est un livre qui vient de sortir, soit c'est une œuvre pérenne qu'il est intéressant de connaître. Voilà, donc en fait, c'était la présentation très rapide du groupe. Si vous êtes intéressé par le groupe, contactez. Il y aura mes coordonnées à la fin de la présentation, je vais les mettre sur la conversation, comme ça vous pourrez la trouver. Il ne me reste plus qu'à passer la parole à Bruno. Alors Bruno est un homme multifacette. C'est un conférencier, c'est un formateur, c'est un coach et c'est un auteur en fait de plusieurs livres, dont un livre qui s'appelle Teilhard de Chardin, toujours d'actualité. Vous voyez d'ailleurs, en fait, il est sur la diapositive. Ce livre qui est très intéressant, qui est une très belle introduction, je dirais justement à Teilhard et sa pensée, qui sera certainement la base de ce que va nous dire ce soir Bruno. Et un autre livre qui s'appelle Vivre ensemble, un écosystème étendu, qui est en fait l'édition des travaux d'un groupe de travail que Bruno anime au sein du centre, qui est un groupe de travail écologie intégrale. Donc voilà la présentation, et Bruno, maintenant je te passe la parole. Si vous avez des questions, juste mettez-les dans la conversation et on pourra comme ça les prendre à la volée. Merci Jean-Charles. Donc nous allons démarrer maintenant avec l'idée de montrer non pas Teilhard de Chardin, sa pensée sous toutes ses facettes, mais véritablement de faire une introduction pour ceux qui ne le connaissent pas, et puis de montrer comment cette pensée rejoint notre actualité. C'est ce que Jean-Charles vient de nous dire. Alors, il y aura donc quatre parties, quatre petites parties, quelques repères biographiques dans un premier temps. Après, nous regarderons la vision scientifique. Nous verrons en quoi elle rejoint notre actualité. Et puis, en dernière partie, la vision théologique de Teilhard de Chardin. J'ai articulé les choses de cette manière-là pour que vous puissiez poser vos questions au fur et à mesure. On fera des pauses à certains moments pour que vous puissiez
poser vos questions sur la partie scientifique, sur la partie actualité, sur la partie théologique, de façon à ce qu'on ne mélange pas tous les sujets. Alors, je sais que c'est un peu artificiel et les puristes vont me dire mais non, c'est pas possible de séparer ainsi la science et puis la théologie chez Teilhard de Chardin. Oui, peut-être, mais si on veut être pédagogue, il faut un peu prendre les choses de manière séquentielle et après vous aurez toute l'attitude et le temps pour aller lire des livres qui vous montreront la pensée de Teilhard de Chardin plus dans son fond. Ah, donc voilà, c'est quelque chose donc de très pédagogique qui ne cherche pas à montrer toutes les facettes de cette pensée et qui structure, parce qu'il faut bien structurer et avancer progressivement. Alors, il se trouve que, pas plus tard que ce matin, j'étais à Paris, rue Monsieur, et j'ai pris une photo en pensant à vous tous, parce que donc Teilhard de Chardin a habité dans cette maison de la rue Monsieur. En fait, c'était la maison des Jésuites. Aujourd'hui, c'est devenu Kering, donc vraiment plus rien à voir du tout. Hein. Mais enfin, bon, la plaque est restée, et la voici. Donc, durant ses séjours en France, nous verrons dans un instant qu'ils n'étaient pas très nombreux, Pierre Teilhard de Chardin, de la Compagnie de Jésus, a vécu dans cette maison. Alors, au passage, vous voyez sa date de naissance, donc c'est quelqu'un qui est né au 19e siècle et qui est mort donc en 1955, au milieu du siècle dernier. Donc c'est important. Ah oui, d'accord. Très bien dit, Teilhard de Chardin a été très connu. On peut dire aujourd'hui, ça a été une célébrité pendant la première moitié du XXe siècle. Hein. Donc c'est quelque chose à bien prendre en considération. C'est quelqu'un qui est né au XIXe siècle et qui est mort en 1955. Donc vraiment une personne importante, une célébrité entre guillemets dans la première moitié du XXe siècle. C'est quelqu'un qui est né à la campagne. Donc ça, c'est une chose importante parce que à Orsine, dans le Puy-de-Dôme, très proche de la nature, très proche des cailloux, véritablement intéressé par la campagne, par la nature, et on verra à quel point ceci est structurant par la suite. Un élève brillant qui a fait de très bonnes études, et vous voyez qu'il est prof de physique au lycée du Caire, de la Sainte Famille au Caire. Bon, ben voilà, première aventure à l'étranger. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu à l'étranger plus longtemps qu'il a vécu véritablement en France. Et cette première expérience à l'étranger l'a beaucoup marqué. Il a visité tous les sites égyptiens. Il a commencé à s'intéresser pas seulement aux pierres, comme je disais, mais également aux civilisations et en particulier donc à la civilisation égyptienne. Ensuite, à nouveau à l'étranger, il est parti faire ses études de théologie pour devenir prêtre en Angleterre, parce qu'à cette époque, vous le savez peut-être, les jésuites avaient été chassés de France et donc les séminaristes devaient aller à Hastings pour poursuivre leurs études. Période également très très bonne pour lui parce que c'est le début, il fallait apprendre l'anglais et l'anglais est devenu sa deuxième langue très rapidement. Ensuite, autre événement important dans sa vie, je l'ai mis en gras parce que entre 1912 et 1914, il fait son stage d'études au Muséum d'histoire naturelle sous la direction d'une sommité de l'époque qui s'appelle Marcellin Boule. Et Marcellin Boule lui a donné la passion, il l'avait déjà, des cailloux, mais aussi des fossiles, et de s'intéresser donc à la préhistoire à travers les signes que nous pouvons trouver dans la nature. Donc voilà une vie, vous voyez, de scientifique, hein, on peut dire, avec déjà pas mal de voyages, pas mal de choses. Et puis, évidemment, arrive la Première Guerre mondiale. Alors, en 1914, eh bien, il est mobilisé. Il aurait pu être aumônier. Il aurait pu donc être officier, parce que les aumôniers sont officiers.
et ainsi passer la guerre de cette manière-là. Il n'a pas souhaité, il a souhaité être brancardier, c'est-à-dire être le plus proche possible des personnes. Et donc, il a passé presque la totalité de la guerre, hein, quand même, de 14 à je crois, mi ou début 18, petit trou de mémoire, enfin, presque 4 années, donc, auprès des personnes, auprès des soldats, dans les tranchées. Et évidemment, il s'est fait remarquer, il a eu la médaille, évidemment, la Légion d'honneur, etc. Et c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de risques et qui a été évidemment très marqué, comme tout le monde, hein, qui est passé par là, très marqué par cette période. On verra dans sa pensée à quel point ça l'a touché. Doctorat de sciences naturelles, donc vous voyez toujours un scientifique, et il choisit de faire ce doctorat en paléontologie. Doctorat sciences, donc commence à avoir une certaine place dans l'univers scientifique français. Et puis, il est repéré à l'époque, il va partir en Chine, il a découvert de nombreux fossiles, en particulier le premier synanthrope. Donc à l'époque, c'était le plus ancien hominidé trouvé en Chine. Donc c'est quelque chose d'important, c'est le premier à avoir étudié la géologie et de la Chine, et c'est pour ça qu'il a été repéré également pour participer à la Croisière jaune. Donc, grande aventure. On pourrait dire aujourd'hui que c'est un homme, c'est un aventurier un petit peu, c'est un baroudeur, en même temps qu'il est scientifique, en même temps qu'il est prêtre. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui est multifacette et qui fait en permanence des ponts entre tous ces domaines. Je crois que ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est un peu le spécialiste de faire des ponts. Il refusait d'être catégorisé et mis dans une petite case. Il préférait chercher à comprendre les choses avec une vue de scientifique, une vue de théologien, mais aussi proche des hommes dans les tranchées ou pendant la croisière jaune, à la rencontre de la Chine. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui a cette grande vivacité d'esprit et ce grand intérêt pour franchir les barrières des disciplines traditionnelles. Donc, je vous mets ici quelques petites photos. On voit Teilhard de Chardin sous les ordres. On le voit ici casser des cailloux pendant la mission Citroën. C'était évidemment des aventures absolument extraordinaires. Hein. Dans les années 30, partir avec des autochenilles pour rejoindre Pékin, ça ne s'était jamais fait. Pour franchir les cols de l'Himalaya, il fallait parfois démonter les voitures, porter toutes les pièces de l'autre côté du col et remonter les voitures puisqu'il n'existait pas de route. Hein. Donc, ça a été extrêmement éprouvant sur le plan physique, éprouvant également parce qu'ils ont rencontré d'énormes difficultés diplomatiques. Voilà, ça fait partie du personnage, un peu baroudeur. C'était important de bien le comprendre. Alors, je reviens à Teilhard de Chardin, scientifique. Il vit à une période tout à fait extraordinaire pour la pensée scientifique. On est en pleine ébullition. Alors, il y a eu évidemment la théorie de l'évolution, 1859, donc là, ça commence déjà un petit peu à dater, mais vous savez qu'elle a mis tant de temps à être acceptée, donc nous sommes dans le début du XXe siècle, il ne faut pas croire que la théorie de l'évolution est admise partout, et en particulier pas du tout admise dans l'Église, au sein de l'Église. Il y a eu la théorie des quotas, Planck en 1900, la relativité avec Einstein en 1915, le Big Bang avec l'abbé Lemaître en 1927. Vous voyez, donc effervescence, et Teilhard de Chardin est un peu au centre de tout ça, c'est-à-dire qu'il est au courant, on a les lettres, on a tout ce qu'il faut pour montrer qu'il s'informe, il s'intéresse à tout ça, il est en relation avec des tas de gens, grâce au courrier qu'on faisait à l'époque, qui mettait du temps, hein, à partir
qui partaient de Chine pour aller aux États-Unis ou revenir en France, etc. Donc, toutes ces lettres existent et cette abondante correspondance montre tous ces liens avec des personnalités d'horizons divers et en particulier dans le monde scientifique. Deuxième chose, c'est que pour un chrétien de l'époque, comme je vous le disais, bon, la théorie de l'évolution n'était pas du tout comprise et admise. Donc, mais lui a tout de suite repéré que cette vue fixiste, c'est-à-dire les choses sont fixes dans la Genèse, donc forcément il y a un problème avec cette vue de l'évolution qu'il constate tous les jours dans son travail de scientifique, en cassant des cailloux, en cherchant des fossiles, en étudiant les choses au musée, puis en Chine, en travaillant avec tous ses collègues. Il voit au quotidien l'évolution par les signes qu'elle a laissés dans les fossiles. Et donc, il se dit, il y a un problème. La vue fixiste de la Genèse n'est pas compatible avec ce que j'observe. Donc, il faut chercher quelque chose. Il faut chercher, alors non pas à faire du concordisme, vous connaissez ce mot, le concordisme, c'est en fait forcer un peu les choses pour relier la foi et la science. C'est pas du tout ça son objectif. Son objectif, c'est de se dire, mais en fait, il faut chercher une cohérence entre tout ça. C'est pas possible qu'il y ait des choses incohérentes que j'observe, et donc il faut chercher, et il a cherché à la fois en tant que scientifique, à la fois en tant que philosophe et à la fois en tant que théologien. Et puis la deuxième grande interrogation, c'est à la suite de la Première Guerre mondiale, comment c'est possible, quoi? Comment des choses pareilles peuvent advenir dans l'histoire des hommes? Donc il y a beaucoup d'interrogations et beaucoup de questions chez cet intellectuel, on peut l'appeler comme ça, mais en même temps intellectuel, baroudeur et aventurier. Alors, je vais essayer de donner les mots-clés. Le premier mot-clé, c'est évolution. Pour lui, l'évolution, c'est quelque chose de central. Et donc, il cherche à comprendre mieux. D'abord, il constate que le darwinisme est certainement en partie à prendre en compte, puisque on voit bien que les espèces évoluent et se transforment et qu'il y a des morphologies qui évoluent au cours du temps. Donc ça, c'est absolument certain. Mais là où il a un souci, c'est se dire comment serait-il possible que le hasard pur fasse si bien les choses pour que l'être humain puisse apparaître avec la complexité de son cerveau. Donc, il y a quelque chose là qui frappe son esprit. Alors, j'ai mis en deuxième point sur cette diapo, les constantes de l'univers sont parfaitement réglées. Donc, il y a beaucoup de scientifiques aujourd'hui qui continuent à se dire, mais finalement, est-ce que le hasard complet, tel que la théorie de Darwin le propose, est quelque chose de vraiment possible? Quand on voit l'ajustement de toutes ces constantes qui régissent notre univers, c'est absolument difficile à comprendre, difficile à accepter de cette manière. Alors, il n'est pas non plus lamarckien. À l'époque, il y avait beaucoup de gens qui étaient encore dans la pensée de Jean-Baptiste de Lamarck, qui disaient, mais non, mais en fait, alors quand même, je précise que Lamarck a proposé ses idées avant Darwin, hein, puisque Lamarck, c'est fin 18e, début 19e. Alors, pour Lamarck, l'évolution existe, il y a bien une transformation des espèces, mais le moteur n'est pas le hasard et la sélection naturelle comme chez Darwin. Le moteur, c'est l'utilisation de certaines fonctions. Donc, par exemple, on dit toujours, la girafe a un long cou, tout simplement parce qu'elle a dû atteindre des feuilles au sommet de grands arbres, et donc il a fallu que cet organe qui est le cou s'allonge pour arriver à prendre les feuilles tout en haut. Donc c'est l'organe qui s'adapte à l'utilité et à la nécessité de son environnement. Vous voyez que c'est différent de l'idée de Darwin. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y avait une autre, troisième théorie un peu partout dans le monde et qui remonte à très loin dans l'histoire,
C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le dessin intelligent. C'est-à-dire, ben, non, c'est ni le hasard, ni l'évolution grâce aux fonctions, mais c'est simplement que toute cette évolution est dirigée par la main de Dieu. Donc, au fur et à mesure, Dieu a donné les petits coups de pouce pour que les choses évoluent dans le bon sens. Voilà. Donc, Teilhard de Chardin voit ces trois idées qui tournent un peu partout, qui sont discutées à droite à gauche, et lui propose une autre idée. Une quatrième approche qui consiste à dire, mais non, mais en fait, oui, il y a eu évolution. Oui, les espèces ont évolué, mais en fait, Dieu n'a pas fait les petits coups de pichenette, comme je disais, au fil de l'évolution. Il a mis à l'origine des choses, à l'origine de l'univers, il a mis en place, entre guillemets, des principes, des règles, des lois physiques qui permettent, qui donnent la possibilité à l'univers et à l'évolution d'arriver jusqu'à l'homme. Mais il laisse ensuite l'évolution se produire parce que les êtres humains, de cette manière, vont pouvoir être divers, être créatifs, avoir la liberté de faire ceci ou de faire cela et être adaptés à leur environnement. Donc, vous voyez, l'idée est assez troublante et vous comprenez que l'Église, qui était encore avec une vue fixiste, a été extrêmement troublée par cette idée, à tel point qu'il a dû rester en Chine quand même beaucoup plus longtemps que ce qu'il avait pensé, parce que l'Église lui avait demandé de rester là-bas, parce qu'au moins là-bas, il était un peu loin, et donc ses idées ne venaient pas faire trop de désordre dans à Rome ou en France. Voilà. Donc ça, c'est une première idée. L'évolution, oui. L'évolution n'est pas dirigée. L'évolution n'est pas que du hasard. Il y a au départ un certain nombre de lois qui sont bien ajustées pour que cette évolution puisse évoluer vers l'être humain. C'est pour ça que la phrase qu'il faut retenir, c'est « Dieu ne fait pas, il fait se faire ». Il donne la possibilité aux choses d'évoluer dans le bon sens. Deuxième grande idée, c'est la complexification. Alors là aussi, on revient aux observations de l'homme de terrain, hein, je crois que c'est très important. Qu'est-ce que voit l'homme de terrain? Eh bien, il voit qu'au début, on voit des animaux extrêmement simples, hein, les bactéries unicellulaires qui se multiplient simplement en se coupant en deux, etc. Et puis, on voit que ces bactéries se mettent à plusieurs, forment un organisme un petit peu plus complexe, puis ces organismes un peu plus complexes deviennent encore un peu plus complexes avec des comportements de reproduction, de mobilité, etc., etc. Et donc, il observe cette complexification pour arriver évidemment aux mammifères. Et puis, dans les mammifères, il y a aussi cette complexification qui fait que, à un certain moment, la pensée réfléchie de l'homme, de l'être humain, apparaît. Et donc, cette grande histoire depuis le premier organisme qu'on peut considérer comme vivant d'une simplicité incroyable, toute cette grande évolution par cette loi de complexification, c'est comme ça qu'il la nomme, permet de passer du plus petit organisme à l'être humain qui est l'organisme le plus complexe que nous sommes. Donc ça veut dire que pour lui, il y a trois infinis. Le premier infini, c'est évidemment l'infiniment petit, avec les particules, et c'est la physique des particules qui le traite. L'infiniment grand, c'est l'infiniment grand qu'on connaît en mathématiques, évidemment. Hein. C'est l'infiniment grand également de notre univers. Bon, il n'est pas infini, mais enfin, en tout cas, il est pour nous infiniment grand, on peut dire. Et donc, lui dit, il y a trois infinis. Et cette dynamique de complexification, elle est au cœur même de la matière. C'est-à-dire la matière a cette faculté, grâce, comme je disais, aux lois initiales, a cette faculté de s'organiser
exemple, les cristaux. Hein, quand on voit des cristaux, on se dit, mais c'est des magnifiques objets qui se sont organisés et personne n'a eu besoin de leur expliquer ce qu'il fallait faire. Donc, il y a cette loi de complexification qui est tout à fait centrale dans sa pensée. Et il observe également qu'au fil de cette évolution et de cette complexification, eh bien, l'esprit devient également de plus en plus visible. Enfin, non, pardon, le mot n'est pas bon. L'esprit devient la chose importante, si vous voulez. Hein, c'est-à-dire que dans une paramécie, il n'y a pas d'esprit. Dans un animal, il y en a. Dans un mammifère, il y en a probablement beaucoup plus. Et il a une place beaucoup plus centrale. Et puis, chez l'être humain, il a la place que nous connaissons. Donc, vous voyez, chez Teilhard, il y a l'évolution, l'idée d'évolution est partout. Et il considère que dans les premiers organismes, même dans la matière inerte, il peut y avoir un germe. Il imagine qu'il puisse y avoir un germe d'esprit et que cet esprit va se développer avec la complexification pour arriver à cette situation que nous connaissons chez l'être humain avec une conscience. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et vous voyez encore là hein, pourquoi il pouvait troubler beaucoup de gens à l'époque en disant cela. Parce que pour lui, finalement, il y a une continuité entre les animaux et l'animal et l'homme, pardon. Aujourd'hui, on est assez convaincu de cela. Les scientifiques montrent qu'il y a peut-être des éléments de conscience chez les primates. En tout cas, il faut comprendre que l'animal a une sensibilité, donc a une intelligence qui dépasse simplement le fait de la survie, de l'instinct de reproduction, etc. On a compris beaucoup mieux aujourd'hui, grâce aux sciences, qu'il y a une continuité entre les êtres vivants. Donc, je ne dis pas, attention, je ne dis pas que tout ce qui se passe aujourd'hui vient prouver ce que Teilhard de Chardin disait. Ce que je dis, c'est qu'il était visionnaire sur certaines idées, comme celles que je viens de dire, et aujourd'hui, il y a des éléments qui vont plutôt dans son sens. Voilà. Hein, je ne vais pas aller trop loin, évidemment. On n'a pas encore trouvé l'esprit dans un grain de sable. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc, cette idée de complexification, de conscience qui émerge progressivement est centrale dans sa pensée. Pourquoi elle est centrale? C'est parce que, en fait, Teilhard de Chardin, bon, évidemment, il s'intéresse à l'histoire, au passé. En tant que paléontologue, c'est bien normal. Mais en fait, il est plus préoccupé par le futur de l'humanité. Et c'est là où il est un personnage unique en son genre, c'est qu'il s'est intéressé autant et il est devenu autant un spécialiste du passé, de l'histoire, des fossiles et de l'évolution passée que de l'évolution future et de réfléchir à la manière dont l'humanité peut évoluer. Quelles sont ses idées? Eh bien, son idée, c'est que l'évolution ne s'arrête pas. Évidemment, l'évolution ne s'arrête pas. Alors, probablement que l'évolution morphologique, qui a été centrale pendant tous ces millénaires, l'évolution morphologique va un peu régresser au profit d'une évolution qui va plus être de l'ordre de la culture, de la spiritualité, de la communion entre les personnes. Et là, vous voyez quelque chose de très nouveau, c'est de dire, en fait, l'humanité est un peu au stade de l'enfance ou de l'adolescence, on est au tout début. L'humanité va continuer sa grande histoire. Et vers quoi va-t-elle? Eh bien, elle va vers plus de culture, plus de spiritualité, plus de communion. Voilà un peu son idée de l'avenir. Et donc, il a créé un concept qui est la noosphère,
qui consiste à imaginer, donc là, ce n'est pas du tout de l'ordre de la science, hein, il n'y a pas de preuve de quoi que ce soit là derrière, mais simplement, intuitivement, vous allez très vite comprendre. La noosphère, c'est l'idée que, à force de travailler ensemble, à force d'avoir des prises de conscience planétaires, comme ça se passe en ce moment, hein, avec le numérique qui nous connecte tous, avec l'écologie qui nous concerne tous, tous les humains, eh bien, progressivement, nous nous rapprochons, nous nous unissons, et donc, progressivement, va se constituer autour de notre atmosphère, il va se constituer une noosphère, là où les consciences, où l'intelligence humaine se réunit. C'est un concept qui a été inventé avec un Russe qui s'appelle Vernadsky. Donc c'est très intéressant de voir ça parce qu'en fait, Vernadsky est l'inventeur du mot biosphère. Vous voyez, il y a la lithosphère, il y a la biosphère, il y a l'atmosphère, et là, il y a la noosphère. Et c'est ensemble qu'ils ont imaginé cette idée, et c'est ensuite Teilhard de Chardin qui a développé le concept pour montrer comment les consciences pouvaient s'unir, et que l'humanité, au lieu d'aller vers un futur où tout le monde se divise et les guerres se multiplient, les agressions se multiplient, eh bien non, lui, il pense qu'il y a une force qui nous rassemble, qui nous fait aller vers l'unification. Et alors, c'est quelque chose qui est très central dans sa pensée, parce que c'est là qu'on l'appelait un peu l'optimiste. Vous voyez, alors on disait oui, alors Teilhard de Chardin, bon, il est bien sympathique, mais c'est quand même un optimiste. Bon, alors oui, optimiste. Il se voulait optimiste, parce qu'en fait, aujourd'hui, on dirait, ben voilà, tout ça, c'est un peu des pensées autoréalisatrices. C'est-à-dire que si on pense division, si nous tous, là, en ce moment, pensons division, eh bien forcément, la division va arriver. En revanche, si nous pensons union, si nous essayons de faire les choses ensemble, alors nous pouvons espérer que les choses aillent plutôt dans le bon sens. Voilà, donc je vous ai dressé un très rapide tableau des questions scientifiques et de sa vue du futur de l'humanité. Je propose une petite pause si Jean-Charles a récolté quelques questions. Alors, il n'y a pas de questions sur la conversation, mais peut-être y a-t-il quelqu'un qui voudrait poser une question et à ce moment-là, il ouvre son micro et il la pose directement. Sinon, peut-être qu'on peut continuer parce qu'il est déjà 19h15, donc en fait, voilà. Donc, voilà. Quelqu'un veut-il poser une question? A priori... Bon, alors est-ce que j'étais assez clair? Oui. Alors, si j'ai été assez clair, c'est que j'ai caricaturé Teilhard de Chardin. Hein. Je vous le dis. Et évidemment, je vous donnerai des livres ensuite de Teilhard qui vous permettront de beaucoup mieux voir toute la finesse de cette pensée que j'ai un petit peu caricaturée. Bien. Relation avec notre actualité. Alors, je ne sais pas si vous lisez un peu des articles, etc., dans le domaine du numérique. Ben, si vous l'avez fait, vous vous rendrez compte que le mot noosphère commence à apparaître un peu partout. Et même, absolument incroyable, vous avez des gourous de la Silicon Valley qui parlent de Teilhard de Chardin. Alors, ils sont là, oui, vous voyez, nous, on pense au progrès, on avance dans la direction de la noosphère, et vous voyez, eh ben, on est sur le chemin de Teilhard de Chardin. J'ai entendu ça. Enfin, je l'ai plutôt lu que entendu. Mais c'est quand même troublant. Hein. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, on sent qu'il y a un peu un retour de Teilhard de Chardin grâce ou à cause du numérique. C'est quand même assez extraordinaire. Mais sachez qu'il avait été visionnaire parce qu'à la fin de sa vie, dans les années 50, on commençait à avoir des ordinateurs et il avait vu que ces ordinateurs, la communication qu'ils allaient
rendre possible entre les humains allait avoir un rôle positif dans cette idée d'unification que je disais tout à l'heure. Donc là aussi, visionnaire, hein, toujours visionnaire sur ces idées. Alors bon, il y a des exemples de la noosphère en cours de construction avec Wikipédia. Moi j'aime beaucoup Wikipédia, c'est quelque chose d'absolument fabuleux de se dire que toute la connaissance de l'humanité est en train de se réunir et accessible à tout le monde gratuitement. C'est de même quelque chose de phénoménal. Donc, s'il n'y a pas là un bon exemple de voir comment l'intelligence humaine peut se rassembler, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres. Deuxièmement, le numérique, je l'ai dit, avec ses communications, eh bien, on a des amis aux quatre coins de la planète. Ça ne coûte pas trop cher, hormis les questions écologiques qu'on ne traitera pas ce soir. Mais ça ne coûte pas cher d'être en communication avec des gens aux États-Unis, en Afrique, en Chine ou que sais-je. Et on se rend compte quand même qu'à travers cette communication, on comprend mieux les états d'esprit de différentes cultures sur la planète. Et donc là aussi, évidemment, on est au tout début, comme je disais, hein, on est dans l'enfance ou en préado. Alors, on va dire que l'humanité est dans sa préadolescence. Mais il se passe quelque chose quand même par rapport, mettez-vous, ne serait-ce que 50 ans en arrière, nous n'avions pas la même perception du monde, nous n'avions pas la même connaissance des cultures, des religions qui existent sur la planète. Donc là, il y a quelque chose de très fort. On peut dire que c'est la noosphère en devenir. Hein. Moi, je l'appelle parfois la proto-noosphère pour dire, oui, ça ne suffit pas. Parce qu'en fait, là, il y a des unions d'intelligence, mais il n'y a pas encore vraiment la conscience. La conscience, les consciences qui deviennent planétaires, il n'y en a pas beaucoup. À part l'écologie, on sent qu'il y a une prise de conscience planétaire. On peut citer également le cas du Covid, parce que quand même, ce qui s'est passé avec le Covid est extraordinaire. Hein, toute l'humanité et tous les pays du monde ont tous à peu près réagi de la même manière. On a mis en commun des résultats scientifiques. Et donc, là aussi, la collaboration planétaire entre les scientifiques est un bon exemple de la noosphère en construction. Ce que les transhumanistes, les gourous de la Silicon Valley ne voient pas du tout, c'est que pour eux, c'est le progrès pour le progrès. Chez Teilhard de Chardin, ce n'est pas le progrès pour le progrès. C'est oui, le progrès, mais un progrès qui respecte l'humain. Parce que l'objectif n'est pas de trouver une nouvelle astuce pour faire des systèmes d'intelligence artificielle encore plus performants. L'objectif, c'est rendre l'humain ultra-humain. C'est-à-dire le rendre encore plus conscient de son humanité et qu'il développe ses qualités humaines. Donc, il y a un abus avec une sorte de récupération des gens du numérique parce que ça les arrange bien, mais soyons très conscients qu'ils n'ont pas du tout les mêmes fonds, les mêmes valeurs que Teilhard de Chardin, pour qui l'humain est central et le but est l'ultra-humanisme et non pas donc devenir super humain, mais pas surhumain, pas transhumain, ni post-humain. Alors, deuxième actualité, c'est l'écologie, je l'ai dit déjà un petit peu. Donc, c'était quelqu'un qui a été visionnaire pour l'écologie intégrale. C'est-à-dire notre pape François qui a écrit cette encyclique Laudato Si, tellement sensationnelle sur l'écologie intégrale. Mais en fait, tout était déjà chez Teilhard de Chardin, parce que Teilhard de Chardin, c'est un amoureux de la nature, quelqu'un qui la comprend, mais dans ses fondements vraiment. C'est quelqu'un qui voit la création de Dieu et qui voit l'humanité comme co-créatrice, non pas simplement là pour profiter des ressources de la nature. Donc co-création, ça veut dire un respect de la nature. Et ça veut dire respect de la nature en prenant en compte également le facteur humain, comme je l'ai dit. Donc c'est la nature dans son intégralité. L'homme est inclus dans cette nature.
Voilà une vue qui était tout à fait visionnaire. Je vous rappelle, hein, dans les années 40, 30, je ne sais pas très bien à quel moment il a commencé à écrire sur ce sujet. Deuxième aspect visionnaire de sa pensée, c'est la systémique. C'est le précurseur de la systémique, de la théorie de la complexité, qui ont été ensuite développées par les systémiciens et d'un point de vue philosophique par Edgar Morin. Donc c'est très intéressant parce que ce tout est lié, aujourd'hui on dit tout est lié, bon, c'est devenu un mot très classique, hein, très commun, mais à l'époque, lui a vu que tout est lié, c'est-à-dire que les choses sont complexes, en particulier l'environnement est complexe. Il y a une multitude de facteurs qui interagissent les uns sur les autres, et ce n'est pas des interactions simples, il y a des boucles, il y a des... etc. Donc les choses sont complexes. Il a vu à quel point les choses étaient complexes, il a compris la systémique dans ses rudiments, évidemment, puisqu'il n'était pas systémicien, et la systémique s'est développée à partir des années 60. Donc, vous voyez encore une fois une pensée visionnaire à travers l'écologie et qui s'applique aujourd'hui très bien à l'écologie. Autre élément, dans le domaine socioculturel, il a parlé de planétisation. Alors, vous voyez, parler de planétisation dans les années 1920, c'est quand même assez visionnaire également. On ne parlait pas à l'époque de mondialisation. Mais alors pour lui, la planétisation, c'est plus que notre mondialisation d'aujourd'hui, hein. Ce n'est pas simplement un échange planétaire de biens, d'informations, d'énergie ou que sais-je. Non, c'est véritablement le fait que l'humanité, dans sa globalité, se rapproche parce qu'elle est plus nombreuse sur une même surface. Et donc, les relations, les liens, les interactions entre tous les humains sont beaucoup plus nombreuses. Et donc, progressivement, la conscience que nous formons une même humanité se développe. On en a déjà une partie, cette conscience, mais elle se développera encore pour rejoindre ou pour construire cette noosphère dont on parlait tout à l'heure. Il a écrit sur la politique. Évidemment, c'était le communisme, c'était le fascisme. Il était, dans les années 39-40, extrêmement préoccupé par tout cela. Et il a écrit des pages très belles pour montrer que, eh bien, ni le communisme, ni le fascisme sont facteurs d'union. Ce sont des facteurs de division, ce sont des facteurs de destruction. Donc, il les rejette tous les deux pour comprendre, enfin pour dire que, en fait, seule une démocratie humaniste et qui inclut l'homme dans sa totalité, dans toutes ses dimensions, dont la dimension spirituelle, eh bien, seul ce régime permettra de faire l'unification de l'humanité. Donc, les migrations qui peuvent nous faire peur aujourd'hui, nous pouvons les voir sous l'angle teilhardien comme cette humanité qui marche et qui va s'unir. Évidemment, ça ne va pas être facile et on va avoir des moments difficiles, oui, mais n'empêche qu'on est là dans un grand et vaste mouvement. N'oubliez pas toujours le facteur temporel, nous sommes dans la préadolescence. Il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer et donc on n'est qu'au début de cette histoire de planétisation. Je termine là-dessus pour dire qu'il a écrit des pages magnifiques sur le féminin, mais ce serait un petit peu trop long, donc on peut dire que c'était un féministe avant l'heure, en tout cas parmi les précurseurs. Alors pour un prêtre scientifique, vous voyez, c'est assez aussi étonnant et ça peut être déroutant pour certaines personnes. Les crises. Alors on dit toujours, oui, nous sommes face à des crises nombreuses, très très graves. Ben oui, il y a eu la crise Covid, il y a la crise en Ukraine, des crises liées à l'écologie, à l'énergie, etc. Bon, des crises géopolitiques. Donc des crises, on en a plein. La crise existentielle aussi, disent certains, quand on observe notre société. Eh bien oui, il y a plein de crises, mais lui, c'est là où on retrouve aussi son côté optimiste, hein, se dit, ces crises, finalement,
elles ne sont pas tellement évitables. Ce sont un peu des moments dans l'histoire où on va passer par une période dramatique. Ça va être des tragédies parfois. Exemple, les 2 grandes guerres mondiales qu'il a vécues, qu'il a vues de très près. Eh bien, ces crises, oui, c'est des périodes dramatiques, mais malheureusement, il en sort quelque chose et parfois, l'humanité est comme ça. Il faut passer par ces périodes dramatiques pour rebondir derrière. Donc, les exemples classiques qu'on cite, après la Première Guerre mondiale, la Société des Nations, qui est devenue l'ONU, les conventions de Genève, ce sont des progrès incontestables en termes d'humanité et d'union, parce que ce n'est pas juste 1 ou 2 pays qui ont fait ça, c'est quand même la vaste majorité des pays de la planète qui s'entendent pour dire on va protéger les blessés et les prisonniers en cas de guerre. L'Europe, qui s'est construite après la Deuxième Guerre mondiale, nous a quand même protégés de la guerre en Europe occidentale, hein, évidemment, et a permis quand même énormément de coopération. Voilà, on en pense du bien, du mal, il y a des choses bien, des choses mal, on est d'accord. Mais n'empêche que malheureusement, c'est souvent par la crise ou à travers la crise que les progrès se font derrière. Donc c'est une vue optimiste, mais c'est aussi une vue, si vous voulez, de scientifique. L'histoire avance par essai-erreur, exactement comme l'évolution. Dans l'évolution, il y a eu des tâtonnements, hein, il écrit ce mot fréquemment, les tâtonnements, et puis ce qui n'est pas bon, c'est-à-dire un organisme qui n'est pas bien adapté à son environnement, il disparaît. Eh bien là aussi, c'est la même chose, les idées, l'évolution de l'humanité, ça se fait par essai-erreur. Il faut être prudent, il ne faut pas aller trop vite, parce que si je vais trop vite, je force l'histoire et on sait ce que ça a donné. Chaque fois qu'on a forcé l'histoire, on a déclenché une guerre mondiale, on a déclenché des atrocités. Donc, il faut y aller prudemment, par essai-erreur, expérimenter, voir ce que ça donne, comme un scientifique le fait lorsqu'il travaille dans son laboratoire. Donc, nous sommes dans des échelles de temps longues. Donc, ça, c'est vraiment un point important. C'est qu'avec Teilhard de Chardin, on est invité à prendre du recul sur l'histoire, sur les événements, en se disant, bon, d'accord, oui, ils sont dramatiques, ils sont parfois très tragiques, il y a beaucoup de morts, c'est triste, mais ce sont parfois des passages obligés, ce sont parfois des... je ne sais pas comment vous dire, des produits dérivés de l'évolution, si vous voulez, mais il faut avoir confiance dans cet objectif qui est que nous allons vers l'unification et vers la pacification. Voilà tout un tas d'idées, hein. J'ai dit beaucoup de choses sur un tas de domaines qui concernent notre actualité. Donc, deuxième petite pause, Jean-Charles. Le fil de la conversation reste toujours donc je réitère, moi j'aurai quelques questions à la fin, si de toute façon. Bon, alors on garde les questions pour la fin. Mais donc si personne n'a de questions, non, personne ne se démute, donc voilà. Non, on ne peut pas, la case conversation n'est pas accessible. Ah, super. Bon, écoutez, peu importe, si vous avez une question, n'hésitez pas. Oui, la question, c'était que Teilhard de Chardin soit optimiste. Je trouve que le terme optimiste, je ne le ressens pas comme ça. Vous avez parlé tout à l'heure de confiance. Est-ce que vous maintenez ce caractère optimiste? Alors, pour être tout à fait correct, je crois qu'il faudrait dire qu'il se voulait optimiste. C'est-à-dire qu'en fait, il avait confiance dans le fait qu'un mouvement d'unification était en train de se produire et donc qu'on devait avoir confiance en ce mouvement et que ceci rend optimiste. Donc, ce n'est pas tout à fait un optimiste naïf, béat, c'est quelqu'un d'extrêmement lucide. Comme je dis, il est passé par des tas de crises très, très importantes. Donc, lucide et une sorte de volontariste optimiste, si je peux préciser de cette manière. Voilà.
Et alors, en fait, pourquoi cette confiance dans l'unification? Eh bien, c'est que il observe l'évolution passée et il ne fait que prolonger la courbe. C'est-à-dire qu'il se dit, ben, quand on travaillait, quand on était en tribu, on n'hésitait pas à tuer toute une tribu. L'individu n'avait pas d'existence, c'est-à-dire qu'on vivait comme un élément à l'intérieur de la tribu. C'est la tribu qui comptait. Puis ça a été le village et les personnes n'avaient pas voix au chapitre. Donc, il observe que finalement, au fil des années, il y a une amélioration, même s'il y a des crises, on est d'accord, il y a une amélioration des conditions, il y a une évolution dans le respect des personnes, dans la valeur des personnes, et ceci, donc, en prolongeant la courbe, il se dit, bah, puisque ça a évolué comme ça, pourquoi ça ne continuerait pas à évoluer? Alors, je passe à la dernière partie. Une question aussi, oui. Si je peux me permettre. Est-ce que son optimisme viendrait aussi de la théologie chrétienne, puisque la vie passe par la mort, traverse la mort, enfin la vie doit traverser la mort finalement. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien aussi avec sa foi? Voilà, alors tout à fait, merci, c'est la transition que j'attendais pour aborder la dernière partie. Effectivement, tout à l'heure, vous avez vu dans un slide, j'ai mis la noosphère et j'ai mis le point oméga. Alors, ça, j'ai fait exprès de ne pas l'évoquer tout à l'heure. Alpha, c'est évidemment la création et oméga, c'est le retour en Dieu. Donc, on a l'alpha et l'oméga. Donc, pour lui, l'aboutissement de toute cette histoire, c'est la divinisation. Et là, il y a aussi effectivement une explication par rapport à cet optimisme dans le fait que il n'y a pas seulement des forces d'union, comme je l'ai dit, qui sont inscrites un peu dans la matière depuis l'origine. Oui, il y a ça, mais il y a une deuxième force, qui est une force d'attraction par le haut, si vous voulez. Et cette force d'attraction, c'est l'amour de Dieu et à travers Jésus-Christ. Voilà. Donc en fait, son optimisme repose sur deux choses. C'est d'une part ces forces d'union et d'autre part cette force d'attraction par le haut. Et c'est pour ça qu'il dit, cette grande histoire se terminera au point oméga lorsque nous serons tous réunis en Dieu. Donc, on a là la vue complète, si je puis dire, de cette grande histoire depuis la création jusqu'au bout. Et il n'a pas aussi été très très bien compris parce que mettant beaucoup l'accent sur la divinisation, le retour en Dieu de la création, de toute la création. Attention, quand on dit la création, ce n'est pas les humains, ce n'est pas les chrétiens, ce n'est pas les catholiques. Hein. Donc, c'est le retour en Dieu de la création. C'est toute la création. Et ça, effectivement, ça n'a pas aussi été compris dans l'Église pendant des années, parce qu'on mettait beaucoup l'accent sur la rédemption. Et oui, il faut la rédemption, il faut se purifier pour pouvoir rejoindre Dieu. Mais Teilhard de Chardin équilibre la notion de rédemption et la notion de divinisation. Et alors, ce qui est très drôle, Jean-Charles s'en souvient, on a eu une conférence de quelqu'un qui est à moitié russe, qui connaît très très bien la Russie et l'orthodoxie. Et ils sont très intéressés par Teilhard de Chardin. Et donc, une des raisons, là je suis incompétent, hein, je vous répète ce que j'ai entendu, une des raisons, c'est de dire que dans l'orthodoxie, il y a beaucoup plus l'accent sur la divinisation. Donc, la proximité, je dirais, avec Teilhard de Chardin saute aux yeux, si je puis dire. Alors que nous, dans l'Église et notre tradition catholique, on a beaucoup plus mis l'accent sur la rédemption. Bon,
je vous cite ça, je ne prétends pas avoir tout compris et avoir toute la vérité là-dessus. Hein. Donc, autre point qu'a brusqué évidemment l'Église, c'est que bon, déjà l'évolution n'était pas comprise, pas admise, la divinisation, la rédemption, alors bon, il était là un peu, Teilhard de Chardin, on avait l'impression qu'il minimisait le problème du mal. Bon, non, enfin, peut-être qu'il l'a minimisé, mais moi je pense plutôt, au lieu de dire minimiser, c'est qu'il a mis plus en évidence la divinisation. Et alors, le point majeur, c'est le péché originel. Dans une vue évolutive, comme je l'ai dit, la lecture littérale de la Genèse ne fonctionne pas. Donc, pour Teilhard de Chardin, le péché est originel au sens qu'il est originel en chaque homme. Parce que tout simplement, étant un homme ou une femme arrivant sur la planète Terre avec cette conscience, avec son instinct de conservation, avec cette vie en société, il ne peut que y avoir du péché jusqu'à ce qu'on arrive à s'en guérir grâce à Jésus-Christ. Vous voyez, donc cette vue est quand même très difficile à admettre. Jusque dans les années 70, Teilhard de Chardin était franchement, je dis 70, jusqu'aux années 80, Teilhard de Chardin était franchement très mal vu et ses livres étaient interdits dans les séminaires et dans les bibliothèques des abbayes ou etc., hein, des écoles chrétiennes. Il y a eu en 1962 un monitum, donc un monitum c'est un avertissement, c'est pas une mise à l'index. Hein. Ces livres n'ont pas été mis à l'index, mais il y a eu un monitum pour avertir, en particulier les pères spirituels, les abbés, tous les personnes à responsabilité dans l'Église, pour avertir que du caractère dangereux de certaines idées de Teilhard de Chardin. Heureusement, Jean-Paul II, Benoît XVI et le pape François ont terminé tout ça. Chacun a cité Teilhard de Chardin et surtout, je crois, Benoît XVI a le plus compris ou le plus travaillé la pensée de Teilhard de Chardin. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Mais bon, voilà, hein, ça a duré jusqu'en 1980. C'est quand même assez incroyable. Alors, donc comme je vous disais, la mort, le mal, la souffrance, les catastrophes, ce n'est pas des choses voulues par Dieu, des punitions de je ne sais trop quoi, mais voilà, ça fait partie, malheureusement, c'est des tragédies qui font partie de l'évolution. Et encore une fois, si on veut l'amour, il faut de la liberté, il faut de la création, il faut de la diversité pour que cette évolution se déroule. Et donc, malheureusement, le mal est un petit peu un mal nécessaire, c'est un peu le cas de le dire, mais on a la solution, puisque Jésus-Christ est notre sauveur par rapport à cela. Une chose est très importante, c'est la notion de personnalisme. Je l'ai dit tout à l'heure un tout petit peu, mais je vais le redire. Pour Teilhard de Chardin, l'union, ce n'est pas l'unification, ce n'est pas uniformiser, ce n'est pas devenir tous pareils. Nous sommes tous des personnes avec notre personnalité et nous avons tous notre valeur unique connue de Dieu qui correspond donc à ce personnalisme à la Teilhard, hein, parce que le personnalisme à la Mounier, c'est un petit peu différent. Hein. Mais donc, nous sommes tous des personnes uniques et nous devons tous nous développer en tant que personnes uniques tout au long de notre vie. Et il a écrit cette phrase magnifique, c'est l'union différencie. Mais vous réfléchirez à ces deux petits mots, c'est trois fois rien, mais en fait, c'est tout l'inverse d'unifier, de tout mélanger. Vous voyez, comme on a tendance à faire aujourd'hui, la mondialisation, c'est tout le monde pareil. Si on voit les gourous de la Silicon Valley, ils seraient contents qu'on ait tous le même comportement partout dans le monde, les cultures toutes uniformisées.
Mais alors, pas du tout, pas du tout. Pour Teilhard de Chardin, l'union différencie. C'est comme dans une équipe de football. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais enfin, pour être un très bon attaquant, il faut avoir des bons milieux de terrain et eux-mêmes, il faut avoir des bons arrières. Donc, c'est-à-dire que pour que l'équipe gagne, pour que l'humanité gagne, aille vers cette unification, cette divinisation, il faut des personnes qui soient chacune uniques et qui aient chacune développé tout leur potentiel finalement. Et puis évidemment, Dieu, Jésus-Christ sont des personnes divines. Donc pour que l'amour existe entre les... Eh bien, c'est l'amour entre des personnes, c'est pas de l'amour entre des individus ou des particules ou je ne sais trop quoi. Donc on a là un point qui est tout à fait central dans sa pensée. Et je termine avec cette magnifique citation, et je ne vous en ai pas donné qu'une seule. Je crois que l'univers est une évolution, et l'évolution, c'est central. Je crois que l'évolution va vers l'esprit, complexité, conscience, esprit, hein, c'est le mouvement. Je crois que l'esprit s'achève en du personnel. Voilà, c'est pour ça que je viens de parler de personnalisme. Et je crois que le personnel suprême est le Christ universel. Je vous remercie de votre attention et on peut essayer de répondre à quelques questions si vous en avez. Oui, merci beaucoup Bruno. Donc, donc sur le fil, peut-être qu'il y a des problèmes d'accès au fil de conversation, mais y a-t-il des questions? Alors, pour l'instant, personne. Alors, je vais peut-être poser une question qui revient à l'optimisme d'ailleurs, et qui est peut-être dès la base, en fait, de la vision de Teilhard. Tu as cité effectivement Teilhard a découvert, entre guillemets, a mis en évidence, entre guillemets, ce troisième infini qui est l'infini de complexification. Et cet infini de complexification, comme il est basé sur effectivement la matière très complexifiée du cerveau, met l'homme à la flèche, en fait, finalement, de l'évolution, alors que jusqu'à maintenant, on était resté sur le paradigme de Pascal, qui était deux infinis qui écrasent l'homme. Teilhard, lui, de son côté, c'est finalement un troisième infini qui, au contraire, magnifie l'homme. Tu pourrais peut-être en parler, ou qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu viens de dire le point essentiel, je crois, hein, c'est que sortir du cartésianisme, sortir d'une vue ultra-matérialiste ou aujourd'hui la vue des gourous de la Silicon Valley, hein, c'est que nous sommes des algorithmes. Donc complexes, d'accord, hein, on est des algorithmes complexes, mais on est des algorithmes. Donc ça veut dire que si on nous stimule avec les bonnes inputs, on va avoir un comportement prédictible. Donc il y a là dans ces trois exemples, on a tendance à aplatir l'humain comme une machine complexe, alors que Teilhard de Chardin, grâce à cette conscience, comme on l'a dit et comme tu viens de le dire, montre qu'il a cette élévation spirituelle qui est possible et qui lui permet de rejoindre Dieu. Donc, magnifie, tu as dit, l'homme, oui, et en même temps le spiritualise. Hein, c'est la spiritualisation de l'homme qui lui donne sa valeur divine. Et c'est ça, je crois, qui est central et qui le met tout à fait à l'opposé des vues matérialistes ou du numérique actuel. Merci beaucoup. Alors, il y a quelques questions elles viennent d'arriver ou c'est la mise à jour. Donc, Monsieur Alain Viré pose une question. En fait, sa vision à l'échelle géologique, avec une certaine relativisation du mal, vue comme une erreur de parcours, est-elle encore pertinente au niveau plus personnel où le mal est une réelle épreuve dans l'humanisation? Oui, alors là, évidemment, vous mettez l'accent sur le sujet le plus difficile, c'est la question du mal. Effectivement, les super spécialistes de Teilhard de Chardin
ont des vues pas tout à fait convergentes et unifiées sur cette question du mal chez Teilhard de Chardin. Donc, il a d'abord dit ce que vous avez dit, c'est que le mal est malheureusement un produit dérivé de l'évolution. Mais il était conscient qu'il y avait beaucoup d'autres maux, et en particulier ce qu'on appelle le mal moral, hein, le mal qu'on peut faire à quelqu'un d'autre sans que ça soit nécessaire pour la survie, sans que ce soit nécessaire pour quoi que ce soit. Et là, effectivement, je pense que Teilhard n'est pas extrêmement clair sur le sujet. Alors, une manière, dans un livre récent, quelqu'un proposait de dire qu'en fait, au cours de sa vie, il a évolué sur l'idée. Et donc, le mal est nécessaire d'une certaine manière à cause de l'évolution, mais que ce mal moral survient également, pas forcément pour des raisons bien claires dans sa pensée, et qu'on a besoin du Sauveur qui est Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il est si attaché à la figure du Christ, et qu'il l'appelle le Christ cosmique parfois, ou le Christ. C'est parce que le Christ, c'est notre trait d'union, c'est notre guide pour nous conduire à Dieu. Voilà, je suis désolé, je ne réponds pas très précisément à ce que vous dites. Alors, il y a un commentaire de Didier Rivel et Jean-Pierre qui a levé la main. Donc, en fait, je vais lire le commentaire de Didier Rivel. C'est « L'union différencie, cela ressemble à la proposition de Lévi-Strauss sur culture et civilisation ». Alors, je ne sais pas si c'est une question ou tout simplement un commentaire. Peut-être que Didier Rivel peut prendre la parole là-dessus. Sinon, tu veux réagir à ça ? Non, mais je pense que cette idée, effectivement, elle n'est peut-être pas unique, et je pense qu'il peut y avoir des liens avec Lévi-Strauss. Ça serait d'ailleurs pas étonnant du tout, hein, puisque ces personnages, tous les deux de grands intellectuels, je ne crois pas qu'ils aient eu de relation, mais enfin, en tout cas, ont eu à se pencher sur un peu les mêmes sujets. Mais je pense qu'il y a chez Teilhard quelque chose de plus. Il y a cette spiritualité qu'il voit comme étant mondiale, cette idée que les cultures, tout en restant uniques, vont finir par engendrer un niveau supérieur qui s'appelle la noosphère et qui aidera à rejoindre Dieu dans sa divinité. Donc, alors que Lévi-Strauss n'a jamais eu, d'après ma connaissance, d'idées aussi spirituelles. Alors, de même, on pourrait faire le commentaire sur Bergson. Je suis sûr que beaucoup de gens se sont dit, mais il doit être proche de Bergson. Oui, Bergson a influencé Teilhard de Chardin, hein, ça c'est incontestable. Mais dans Bergson, il n'y a pas non plus cette dernière marche. Bergson n'a pas osé aller aussi loin dans le futur, hein, vers ce point oméga. Bergson reste dans cette force vitale qui explique l'évolution et qui est intrinsèque, on pourrait dire, à la matière vivante sur Terre. Mais il n'est pas allé plus loin. Merci. Alors, il y a deux mains levées. Donc, Jean-Pierre, peut-être pouvez-vous prendre la parole en mettant en activant votre micro. Oui. Ça y est, vous m'entendez? Oui. Très bien. Vous m'entendez? Alors, il y a un mot que je n'ai pas entendu, il me semble que je n'ai pas entendu, c'est le mot esprit-matière. Et il y a un autre mot que j'ai entendu une seule fois, c'est le mot amour. Alors, pour moi, Teilhard dit dès l'origine que l'esprit est dans la matière. Et cet esprit travaille la matière. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris le concept d'esprit-matière chez Teilhard. C'est que l'esprit travaille la matière pour la complexifier, pour faire apparaître la vie, pour faire apparaître une vie de plus en plus complexe, et pour qu'à un moment émerge dans l'être vivant la conscience, et la conscience réfléchie chez l'homme.
Alors, jusqu'à l'apparition de l'homme, l'évolution s'est faite d'une façon, je dirais, aveugle, enfin aveugle, non consciente. Et à partir de l'homme apparaît la conscience, et la conscience s'exerce dans la liberté. Alors, à partir du moment où est apparu l'homme conscient, il était nécessaire que Dieu s'exprime à l'homme, parce que jusqu'à avant l'homme, c'était ce qu'on pourrait appeler l'instinct ou les lois physico-chimiques de la matière qui avaient permis l'évolution. À partir du moment où est apparu l'homme conscient, il fallait une autre boussole. On est d'accord. Alors, simplement, cette boussole, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est venu parler à l'homme, avec un langage humain, mais qui a fait le pont entre Dieu Père et l'homme. Tout à fait. Alors, si je peux me permettre, Jean-Pierre, c'est que quand j'ai parlé d'esprit matière, tout à l'heure, vous étiez peut-être pas encore connecté, hein. Je suis connecté avec 10 minutes de retard, oui. Ah ben voilà, donc vous avez peut-être loupé ce petit morceau. Donc quand j'ai parlé d'esprit matière, je crois que ce qui est intéressant, ce que vous dites, vous l'avez très bien dit, c'est que l'esprit influe sur la matière et la matière influe sur l'esprit. Vous voyez, là encore, c'est une vue systémique des choses, hein. L'un agit sur l'autre et l'autre agit sur l'un. C'est pas uniquement de l'un vers l'autre, vous voyez, c'est dans les deux sens que les choses se passent. Et en revanche, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que vous faites comment dirais-je, alors après, ça peut être une question de vocabulaire. On peut parler peut-être de proto-conscience ou d'un début de conscience chez les êtres vivants non humains, donc les animaux, les mammifères et les primates en particulier. Et je crois que pour Teilhard, il y a une continuité. Il n'y a pas un moment, une soudaineté où la conscience arrive chez l'homme alors qu'elle était absente avant. Non, elle était déjà là. Elle était sous forme proto-conscience ou début de quelque chose. Et elle a évolué avec la complexité. Et c'est comme ça que, je pense, on a une vue de la création beaucoup plus unis. Et c'est effectivement, on est proche des animaux beaucoup plus qu'on l'imaginait il y a encore quelques décennies. Voilà. Merci. Il y a une autre main levée. Alors, je n'ai pas le nom, j'ai J, mais peut-être. Oui. Voilà, allez-y. Oui, bonsoir. Oui, je suis la personne qui a posé la question tout à l'heure. Donc ma deuxième question, ça serait, ce qui m'intéresse bien chez Teilhard de Chardin, c'est l'idée de croissance de l'humanité. Et je trouve que ça rejoint la pensée d'Irénée de Lyon qui pense alors lui ne parlera pas du péché originel, mais du péché d'Adam, hein, puisque c'est Augustin, péché originel, mais le péché d'Adam comme une immaturité de l'humanité. Et donc l'objectif si je puis m'exprimer ainsi, de sa sotériologie, c'est non seulement donc la rédemption, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais aussi la filiation divine. Donc tout à l'heure, vous avez parlé de divinisation, hein, c'est le même terme. Est-ce que du coup, on sait si Irénée de Lyon a influencé Teilhard de Chardin, et si oui, est-ce que vous pouvez me dire dans quel ouvrage Teilhard de Chardin évoquerait la théologie irénéenne, ou alors est-ce que c'est vraiment une coïncidence? Merci. Non, enfin, je ne sais pas vous dire si un texte de Teilhard, je ne sais pas, Jean-Charles, si tu as la réponse. Un texte de Teilhard qui parlerait d'Irénée? Très honnêtement, je ne pense pas. Teilhard, est très paulinien et aussi Saint-Jean. Un peu, effectivement, Saint-Augustin, mais Irénée, il ne me semble pas du tout. Donc, on pourra faire la recherche, on pourra demander si ça vous intéresse et donnez-nous un moyen de vous recontacter. On pourra poser la question. Et en tout cas, ce que vous dites est. Enfin, il faut citer la fameuse phrase de Saint Irénée, hein, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Bien, on pourrait dire que d'une certaine manière, c'est toute la pensée de Teilhard de Chardin, la pensée théologique, hein, qui est réunie dans cette phrase. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Il y a une grande proximité. Et je pense qu'une chose que je n'ai pas dite, peut-être qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, Teilhard de Chardin a été rejeté. L'Église n'a pas compris
et lui ont mené la vie très dure puisqu'il a eu l'interdiction de publier ses livres pendant tout son vivant. C'est-à-dire que tous ces livres importants, Le phénomène humain, qui est le plus connu, après Le milieu divin, sont 2 livres qui sont parus après sa mort. Donc Alors, plusieurs fois, dans certaines lettres, il dit si je m'écoutais, parfois j'aurais envie de quitter l'Église pour prendre ma liberté, pour pouvoir dire ce que j'ai envie de dire. Mais en fait, il est tellement fidèle, il est tellement empli de la théologie catholique, il connaît tellement, je crois, aussi toute l'histoire, et c'est pour ça que je pense qu'il connaissait Saint Irénée comme tous les pères de l'Église, qu'il a été tellement nourri par tout cela qu'il ne peut pas imaginer de s'en séparer, quoi. Il ne peut pas imaginer de partir. Donc, il a vraiment souffert, il l'écrit, mais il a tenu le coup et il est mort dans la solitude à New York, hein, exilé, et je crois que c'était quelque chose qui est magnifique de voir que cette loyauté qu'il a eue, cette fidélité, à la fin a été payante, puisqu'aujourd'hui, il est devenu, et bon, depuis les années 80, quelqu'un d'important. Merci beaucoup. Il y a une autre main levée, c'est Laurent. Alors, j'ai fait une recherche dans les 13 tomes, électroniques bien évidemment. Irénée n'est pas cité. Bon, merci Jean-Charles. Alors, dernière question, et puis après on termine, hein, il est 58, et Jean-Charles a quelques petites choses à vous dire. Voilà. Voilà, Laurent. J'ai vu tout à l'heure une main levée, c'était un Laurent, non? Laurent, non, excusez-moi, Alain Launay. Non, plus de questions. Vous m'entendez? Bon. Attends, si, après. Oui. Allez-y. Vous m'entendez? Oui. Oui, vous m'entendez? Je voulais poser la question de est-ce que Teilhard de Chardin, en tant que paléontologue et aussi en quelque sorte anthropologue, hein, dans sa vision de l'homme, tel que vous l'avez bien décrit, c'est tout à fait intéressant. Donc, est-ce qu'il a parlé de l'homme en tant qu'être vertical, dans la mesure où l'idée circule aussi de l'homme en tant que 4e règne de la nature par rapport au minéral, au végétal, à l'animal, grâce à sa verticalité qui exprime aussi la liberté et en fait donc sa conscience évoluant vers le psychisme et vers le développement d'un cerveau plus amplifié, tel encéphale, etc. Voilà, et donc un être plus indépendant par rapport au règne animal qui, lui, est dépendant de la pesanteur, plutôt horizontale, plutôt toujours déterminé par la pesanteur. Tout à fait. Ben, écoutez, merci de votre commentaire qui revient un petit peu à ce qui a été dit précédemment. Oui, tout à fait. Hein. On a cette vue de l'évolution qui se déroule maintenant sous un autre angle. Et alors, une chose, c'est qu'on voit bien, plus l'être humain maîtrise son environnement, bon, plus ou moins, les problèmes écologiques sont bien là, mais plus un être dans un écosystème maîtrise et moins il va évoluer lui-même d'un point de vue morphologique et dans sa constitution, et plus l'évolution effectivement se passe au niveau de son esprit, donc d'abord dans un premier temps, comme vous l'avez dit, avec une pensée, puis une conscience et une élévation de la conscience avec la spiritualité qui le met en relation avec Dieu. Tout à fait. Merci. Alors voilà, bah, écoutez, je vous remercie. Moi, j'en ai terminé. Je vous signale simplement, donc je vais peut-être passer un peu vite, voilà quelques livres. Donc, je fais de la pub pour le mien. Premier livre que je cite là, Teilhard de Chardin, toujours d'actualité, sorti en 2021. Bon, non, c'est pas que je fais de la pub, mais c'est un petit livre. Et ça permet aussi aux jeunes vous voyez, c'est un livre qui se lit en 2-3 heures, hein, c'est vite fait, il y a des petits encadrés, des petits résumés. Donc c'est aussi un livre qui permet aux jeunes de redécouvrir, ou plutôt de découvrir, parce qu'eux n'ont jamais entendu parler, de découvrir cette pensée. Et donc, on a testé avec le Centre Teilhard de Chardin, on va utiliser cet outil
pour intéresser nos jeunes, en particulier les jeunes ingénieurs, etc., pour qu'ils découvrent qu'il est possible d'avoir une pensée aussi vaste, la grande histoire qui démarre avec alpha, qui finit avec oméga. Alors après, on est d'accord, pas d'accord, on est croyant, pas croyant, tout ça, ça se discute, hein, pas de problème. Mais au moins une vue unifiée, une vue optimiste avec un espoir, une confiance sur l'avenir. Voilà. Merci à toi, Jean-Charles. Une question. Excusez-moi. Merci à tout le monde. Il y a une question encore, non? Quelqu'un veut parler? Oui, excusez-moi. J'ai une question sur la bibliographie, sur les livres de Teilhard. Pourquoi ne citez-vous pas La place de l'homme dans la nature, que j'ai lu il y a longtemps et qui m'a bien initié à la philosophie de Teilhard? Vous avez raison. Oui, on devrait le citer. Alors voilà, vous avez 4 maintenant et non pas 3 livres. Là, c'est les plus connus. Hein. Ce que j'ai mis, c'est ceux qu'on trouve en livre de poche très facilement dans toutes les bonnes librairies. Alors, celui-là aussi, hein, il était en folio. Il est en livre de poche aussi. D'accord. Il est en folio. Ce que je peux ajouter, c'est que, bon, effectivement, ces 3 livres sont traditionnellement considérés comme le phénomène humain, le résumé de toute sa pensée scientifique, phénoménologique, scientifique et un peu métaphysique, et le milieu divin, son aspect totalement mystique. Et après, effectivement, on retrouve dans la place de l'homme, dans les énergies, etc. Enfin, il y a 13 volumes, mais enfin, il y a beaucoup de livres. On retrouve souvent les mêmes thèmes qui sont développés. Et si vous voulez une liste totale, en fait, de la bibliographie, vous pouvez aller sur le site de l'association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin, qui s'appelle amisdeteilhard.org. Et là, vous avez la bibliographie complète de tout ce qu'il a écrit. Voilà. Et vous pourrez acheter l'excellente revue qui s'appelle Noosphère, et qui paraît tous les trimestres. Voilà. Et qui collecte des articles sur la pensée de Teilhard, sur des approfondissements, sur des vues originales qui viennent de l'étranger. Je parlais des Russes, mais il y a eu des choses. Les Américains sont très fanats de Teilhard de Chardin, hein, plus que nous. Donc tout ça, c'est assez intéressant. Quand on lit cette revue, on se rend compte de la puissance de cette pensée. Et la revue est assez facile, assez accessible. Hein. Donc n'ayez crainte. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à remercier les personnes qui restent. Il est 20h04, donc en fait nous avons dépassé de 4 minutes. Merci beaucoup Bruno pour cette brillante présentation très claire et finalement très abordable. Encore une fois, je réitère, si vous êtes intéressé à participer au groupe de réflexion Teilhard au centre Teilhard de Chardin, n'hésitez pas à le faire. Ce seront des réunions mensuelles, je dirais, de travail. Contactez-moi. Donc, jchquinto@gmail.com ou contactez le centre Teilhard qui me fera suivre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée avec peut-être Teilhard en livre de chevet et donc vous dire à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci. Au revoir.